bonjour à tous. Véronique Bionneau, je suis infirmière, je travaille à Cap Réhabilitation, un centre de réhabilitation psychosociale au groupe hospitalier de La Rochelle-Réaunis. Ah, c'est déjà fini. Une présentation courte. Et donc bonjour à tous et à toutes. Je suis le troisième médiateur de santé père que vous voyez aujourd'hui. Vous devez commencer à en avoir un petit peu assez. On en entend parler pas mal. Médiateur de santé père, donc pas père aidant simplement, mais père aidant formé. On vous a tout expliqué, donc je ne vais pas tout recommencer. Et la particularité de notre duo, c'est que je ne travaille pas au centre hospitalier de La Rochelle, mais je travaille dans une structure qui est la Fondation des Diaconesses de Reuilly, et plus particulièrement le groupe de services que l'on appelle Gaïa 17, et encore plus particulièrement le SAMSA de Gaïa 17. Et je suis donc médiateur de santé père au SAMSA de Gaïa 17. Donc voilà, c'est la collaboration entre un service du secteur sanitaire et un service du secteur médico-social. Donc c'est une petite particularité, effectivement. Donc là, cette collaboration, elle rentre dans le cadre de la création et l'animation d'un module rétablissement dans un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Accord. Accord, donc acquérir des connaissances, des compétences, des outils pour le rétablissement dans la schizophrénie. Voilà, donc c'est un programme complet de TP en ambulatoire au sein de l'hôpital Marius-Lacroix, donc l'hôpital de La Rochelle, qui est réalisé par une équipe pluridisciplinaire, psychiatre, psychologue, pharmacien, médecin généraliste, neuropsychologue, addictologue, j'espère que je n'oublie personne, infirmier et maintenant un médiateur de santé père. Donc initialement, c'était un programme qui était structuré en 3 modules qui s'appelait Arcimède, un programme qui était donc validé par l'ARS, clé en main. Donc un module sur « Je connais ma maladie », un autre module « Je prends un traitement psy » et un module qui s'adressait aux proches, aux aidants, aux familles, aider celui qu'on aime. Donc ce programme a évolué entre 2020 et 2021. On vous expliquera après un petit peu pourquoi ça a évolué. Donc le module qui s'adressait aux proches, aux familles, maintenant est un module complètement à part, c'est le module pro-famille. Voilà, donc on a gardé le module maladie, symptômes et maladie et traitement. Et on y a rajouté un module sur les addictions et un module sur le rétablissement, comment se rétablir, donc le module qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sachant que les 2 modules initiaux ont été ou sont encore en cours de reconstruction, à la fois dans le fond et dans la forme. Alors pourquoi cette collaboration entre un médiateur santé père et puis une équipe de soins? En fait, c'est tout d'abord la création et l'ouverture de Cap Réhabilitation en avril 2019, un centre donc, de réhabilitation psychosociale avec comme chef de service le docteur Bonneau, qui est ici présent aujourd'hui. L'idée de la création, donc il y a plein de missions, et dans les missions de réhabilitation, on parle de réhabilitation, donc de rétablissement. Et l'idée était d'inscrire de manière durable dans l'esprit des usagers qu'on accompagne cette notion de, on peut reprendre sa vie en main, on peut souffrir d'un trouble psychique, mais avoir des projets. Donc ça, c'est auprès des usagers qu'on accompagne, mais c'était aussi dans l'esprit de l'institution, parce qu'on sait comment l'institution peut toujours encore stigmatiser les gens qui... Alors nous, là, ça s'adresse ce programme à des gens qui souffrent de schizophrénie, mais voilà, la stigmatisation, elle touche toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc c'est vraiment travailler aussi auprès des équipes pour travailler sur cette déstigmatisation. On souhaitait aussi proposer des outils, au-delà de la gestion des symptômes, au-delà de la prise de traitement, pour améliorer la qualité de vie des personnes et les aider à les accompagner vers la réalisation de leurs projets. Et lors de la création de Cap Réhabilitation, c'était donc tout un partenariat qui s'est mis avec des conventions, et une convention qui a été signée avec Gaïa 17. Et lors d'une des réunions, on a rencontré Madame Ménadier, donc la directrice de Gaïa 17, et Monsieur Éric Pinet, donc médiateur de santé père. Et du coup est née l'envie, comme on souhaitait donc, faire évoluer ce programme d'éducation thérapeutique, l'idée est née de co-construire ce programme, enfin ce module rétablissement avec quelqu'un qui souffrait de troubles psychiques et qui était en cours de rétablissement ou rétabli. Donc c'était
pour nous enrichir nos connaissances cliniques. Nous, on avait la théorie et on attendait d'Éric, plutôt qui nous raconte un petit peu, lui, les stratégies, les ressources qu'il avait mis en œuvre pour se rétablir. Évidemment, le but après, c'est d'enrichir, par le savoir expérientiel d'Éric, enrichir le savoir des usagers qu'on accompagne. C'est favoriser l'identification, l'espoir, parce que rien que la présence d'un médiateur santé-pair au sein d'une séance de TP, rien que la présence déjà, c'était riche. On voyait le regard des participants qui étaient assez surpris. Et ça a même modifié, je pense aussi, le regard des... Ça, j'en parlerai peut-être après. C'est donc présenter un modèle de rétablissement qui soit tangible, et on n'est pas dans la théorie, qui peuvent se saisir ou pas d'ailleurs de ce modèle-là. Donc ça aide, comme on l'a dit, on l'a entendu plusieurs fois, à lutter contre la stigmatisation et son internalisation. Et évidemment, le but final étant d'améliorer la qualité des soins. Et c'est là, normalement, que je prends le relais. Voilà. Bien, alors, c'est parti. Comment se rétablir? Si on avait la recette pour le faire, je crois qu'on aurait fini notre rencontre depuis un bout de temps. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses et ça doit donner quelques idées. L'idée que nous avons retenue, c'était de faire en sorte, comme l'a dit Véronique, qu'un père aidant, médiateur de santé-père certes, mais un père aidant qui s'est rétabli d'une maladie, qui continue à être soigné en l'occurrence, puisse vraiment transmettre, communiquer à l'équipe de soignants les choses qu'il a vécues, qu'il a vues, qu'il a entendues, qu'il ne veut plus entendre, ne veut plus voir ou ne plus percevoir, quoi. Et donc c'était un petit peu au point de départ ce qui a fait qu'on a mis un temps d'échange, parce que ce qu'on imagine assez difficilement, c'est pour ça que vous voyez le titre derrière moi sur double innovation, c'est à la fois faire en sorte de faire un ETP rétablissement. On va revenir un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que l'ETP c'est assez cadré, surtout quand il s'agit d'un ETP de groupe et non pas individuel, et de faire travailler ensemble, mais réellement ensemble, c'est-à-dire pas faire intervenir à la demande un intervenant du secteur médico-social qui va venir prêter main forte au secteur sanitaire, mais réellement de co-concevoir, de co-animer, de co-évaluer le dispositif complet. Et c'est en cela qu'il y a une forme d'innovation qu'on va un petit peu détailler après. Alors, je vous le disais, un ETP, c'est très codifié. L'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, c'est une appropriation par le secteur de la santé de ce que les pédagogues connaissent bien et qu'on appelle la pédagogie par objectif. C'est-à-dire qu'on définit un objectif, je fais partie des gens qui souffrent de diabète, ça a déjà été cité comme exemple, mais c'est vrai que c'est un des plus simples. L'objectif pour un ETP diabète, relativement simple, c'est faire en sorte, par exemple, un des objectifs, que la personne sache, en fonction du résultat de son glucomètre, quel est le traitement qu'elle doit appliquer si, par exemple, elle s'injecte de l'insuline, s'il doit mettre plus ou moins en fonction de ce que tu as dit. Ça, c'est clair, c'est évaluable. Bon. Le problème, c'est que le rétablissement, est-ce qu'ici, on peut répondre à la question, ça commence quand et ça finit quand? Autrement dit, si on ne peut pas répondre à cette question, on n'est pas dans l'objectif opérationnel. On est dans un objectif dont les sous-objectifs qui constituent le TP qu'on va détailler dans quelques minutes sont effectivement opérationnels. Mais on ne saura pas immédiatement s'il y a rétablissement ou pas rétablissement. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, la deuxième innovation, c'est cette collaboration totale et non pas cette coopération. Mais là, on est vraiment dans l'interdisciplinarité transsectorielle. Et c'est-à-dire qu'il y a un père aidant, il y a le médico-social, il y a le sanitaire, et il y a les professionnels qui sont largement habitués, puisque vous travaillez sur le TP depuis beaucoup plus longtemps que les médiateurs de santé-père. Ça a permis de créer quelque chose ensemble, et non pas de dire, bah, tiens, on a besoin là du témoignage d'un père aidant, donc on va faire appel à un père aidant, et puis on va le glisser à l'intérieur. On fait appel à d'autres personnes, mais là, la double innovation, elle est, le travail avec les deux secteurs sanitaires et médico-social, et deux, le fait qu'un ETP, c'est presque contradictoire avec le mot rétablissement. Alors,
Notre collaboration, je vais parler essentiellement de celle que j'ai pu apporter, bien qu'on a travaillé ensemble sur le diaporama et que donc, si ça ne va pas, tu tapes, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on appelle la coopération. Alors, d'abord, on a construit ensemble, on anime, puisqu'on est à la deuxième promotion, entre guillemets, on prévoit à la prochaine déjà un certain nombre de modifications, et on promeut et on évalue ensemble le TP. Ça demandait beaucoup de réunions. Au départ, on a dû se réunir voilà, longuement pour réfléchir à qu'est-ce que le rétablissement. C'était plus, pour certains d'entre nous, c'était des notions qui parlaient plus qu'à d'autres. Donc ça a été de revoir aussi notre positionnement par rapport à ça. Voilà, donc ça nécessitait beaucoup de temps de travail. Oui, et on n'a pas fini. Alors, ensuite, la définition commune des objectifs. On regarde les autres modules. Vous avez vu que ce module, le rétablissement, s'intègre dans un parcours. D'ailleurs, pour l'instant, il y a des gens qui rentrent dans le parcours à des moments parfois différenciés. Ou qui même, alors après, c'est des modules qui sont indépendants. On peut le faire ou qui le suivent de façon indépendante. Voilà. Donc, il fallait au moins qu'il y ait des objectifs qui aient quelque chose en commun. Parce que si on vous suivait l'ensemble comme un cursus, il faut au moins qu'il y ait quelque chose qui les relie. Et en fait, on est encore en train de se poser la question sur le fait, est-ce que le rétablissement doit être placé plutôt au début, au milieu ou à la fin? Bon, on y reviendra un petit peu après. Je vends la peau de l'ours avant d'avoir tué la bestiole. En fait, l'idée que j'ai proposée, c'est d'utiliser un outil qui vient du CHUV, c'est le Centre hospitalier universitaire du Vaudois, ou du Pays de Vaud, comme vous voulez, donc en Suisse, qui s'appelle le REVIM, Reprendre sa vie en main. On l'a souvent entendu ce matin, et là, il y a un outil qui est, bon, il vaut ce qu'il vaut, et qui a l'intérêt d'être un outil projectif, qui est un outil papier, avec un plan de rétablissement en plus, et qui permet donc aux personnes d'avoir quelque chose entre les mains, en plus d'avoir les échanges ou les traces des échanges, et de pouvoir le remplir et d'y revenir plus tard, lorsque le temps est différent dans leur parcours expérientiel, pour voir comment ils vivaient les choses, comment ils percevaient les choses. Et donc j'ai proposé qu'on s'en serve comme un outil servant de fil rouge, et ça a été accepté a priori puisqu'on le distribue à chaque fois. Ensuite, on a fait en sorte que pour chacune des séquences, il y ait évidemment des activités. Pour ça, on a utilisé la mallette Comet et on a emprunté quelques outils à cette mallette dont, heureusement que tu m'as mis les commentaires à côté, Comet étant l'acronyme de compétences psychosociales en éducation du patient, voilà, édité par le CRES. Et dedans, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Internet avec juste un petit détail, c'est que vous n'aurez pas les outils, tous les outils qui sont dans la mallette. Ou l'emprunter aussi à l'IREPS. Ou les IREPS peuvent donc aussi. En fonction des objectifs qu'on s'est fixés pour chaque séance, on peut utiliser des outils, effectivement. C'était vraiment des outils clés en main, des outils d'animation. Alors l'idée, après, c'était, au moment de la collaboration, de faire en sorte de repérer. Alors nous, on est en Pays Rochelais, c'est un peu plus petit que le Bordelais, mais le territoire est grand, principalement rural, urbain, on va dire, entre La Rochelle, qui est la préfecture du département de la Charente-Maritime, et puis toutes les villes qui sont réparties. Ça pose d'autres problèmes, et il y a quand même des ressources. Encore faut-il être mobile, encore faut-il les connaître, encore faut-il pouvoir y accéder. Donc c'était un travail aussi qu'on a fait ensemble. Et puis, une chose à laquelle je sais que Véronique tient beaucoup, c'est que l'idée de cet ETP rétablissement, c'est pas de dire voilà la solution, une fois que vous avez suivi l'atelier, vous pouvez vous rétablir. C'est plutôt voici une boîte à outils. Elle contient quelques outils, à vous de compléter par les outils que vous rencontrerez au fur et à mesure de votre parcours de vie. Alors, eh ben c'est toujours à moi. Il y a aujourd'hui 9 séances, une par semaine, le vendredi après-midi, 1h30 de séance d'animation de groupe, 30 minutes de mise au point pour savoir qui fait quoi, comment. On l'a déjà défini auparavant, mais on se répartit. Il y a le maître du temps, il y a celui ou ceux qui vont distribuer, prendre des notes. Enfin bon, ça dépend des séances. Et puis il y a l'évaluation, puisqu'on doit évaluer individuellement les personnes et évaluer notre prestation, l'ensemble de la séquence. Donc là aussi, c'est l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges. 4 animateurs habilités en ETP, les médiateurs de santé pair, Bérénice ne l'a pas dit, mais on est tous habilités lorsqu'on a notre licence avec les 40 heures nécessaires pour être animateur d'ETP. Donc je suis partie de ces 4 animateurs-là, 2 infirmiers du centre hospitalier
et une psychologue, plus des intervenants externes qui ne sont pas eux habilités ETP, mais qui viennent témoigner dans les domaines où c'est intéressant justement de pouvoir se connecter. Alors, on a à Gaïa un service emploi-formation, et donc là, sur les deux promotions qui vont succéder, c'est a priori la même personne qui a rencontré un franc succès lors de la première intervention, qui va venir exposer un petit peu au niveau de l'emploi, et non pas forcément de l'emploi salarié, mais de l'emploi. Ça peut être aussi bénévole. Tout à l'heure, on entendait des échanges entre père aidant salarié, père aidant bénévole. Ça, c'est un problème de statut. On est d'abord père aidant et formé pour certains, mais d'autres aussi peuvent être formés à la père aidance sans pour autant être professionnels. Et puis on a des GEM, on a plusieurs GEM, il y a ceux de Gaïa, mais il y en a d'autres. Donc là, c'est celui de l'association Emmanuel qui va intervenir. Alors, on a conçu ça. J'ai essayé de vous montrer ça de façon un peu imagée. Ce module rétablissement, il est conçu, comme je vous l'ai dit, une boîte à outils sur un parcours de vie, sur un parcours de rétablissement sur la durée. Donc, il n'est pas fini. Quand on a fini le module, on n'a rien fini du tout, quoi. À la limite, si tout va bien, on a même commencé. Et quelquefois, comme on n'était pas très loin de la fin, on a ponctué les éléments sur lesquels on sont situés dans son propre rétablissement. Mais pour être à la fois diabétique et souffrir d'un problème psychiatrique, je peux vous dire que mon diabète, je le vis avec et que je ne suis pas guéri. Et le problème psychiatrique, on le maintient à un niveau tout à fait supportable. Avec les traitements, tout va bien. Mais je ne suis pas guéri. On ne peut pas dire qu'être rétabli, c'est être guéri. Donc on l'a conçu de cette façon-là. La première partie, je vous les ai mis dans l'ordre chronologique. Et puis alors j'ai en plus fait en sorte de prendre des petites notes pour faire pas trop long. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Donc la première séance, on ne l'a pas notée, hein, c'est une séance... Première séance et dernière, on les a pas mises. La première est une introduction et la dernière, c'est important, mais elle n'a pas de contenu spécifique. Elle est plus liée à l'évaluation de ce qui s'est passé auparavant. Donc on commence à la deuxième séance, qu'on a intitulée Regard croisé. Alors là, c'est tout simple, hein. On prend un père aidant qui va partager de son expérience, qui va démontrer qu'il est en situation de travailler, de réfléchir, de partager, d'être en relation sociale, de s'activer. Et puis, on va susciter l'échange à l'intérieur du groupe, entre les participants du groupe. Ça nous semble évidemment important. C'est pour ça que c'est un ETP qui se fait par groupe. Ensuite, la troisième séance, mythe ou réalité. On commence par une courte vidéo, mais qui est une capsule pour l'instant, celle qu'on a, on l'a empruntée à nos cousins québécois, mais on va essayer de trouver un petit peu mieux. Si on pouvait en faire une nous-mêmes, ça serait encore bien. Mythe ou réalité? En fait, c'est tout simplement un moyen de parler des préjugés, de la stigmatisation et de l'autostigmatisation, d'échanger autour de ces éléments-là. Les personnes qui participent à l'atelier, au début, ont un petit peu de mal, et parce qu'il y a eu la première séance, et parce qu'il commence à y avoir un travail de groupe, souvent, avec la petite vidéo qui vient déclencher la prise de parole, arrive assez facilement à parler des préjugés. On intègre aussi la vague de Régnier, mais on l'intègre comme un outil pour la séance suivante. Ensuite, quatrième séance, rassurez-vous, il n'y en a pas 40. Hein. Qui suis-je quand je vais bien? Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires. C'est juste de prendre conscience que l'on dispose de forces et que l'on peut les identifier et qu'on doit pouvoir les activer. Et que parfois elles ont été activées, donc l'idée c'est de les réactiver ou en tout cas de les identifier. Ce n'est pas l'approche par les forces qui est une technique assez particulière, mais c'est l'identification de ces forces. Et ça c'est important. Et c'est important de prendre du temps avec eux, qu'ils puissent y réfléchir aussi chez eux, parce que bien souvent, on se rappelle la première fois l'année dernière, quand ils ont dû repérer, on leur a demandé qui vous êtes quand vous allez bien, finalement ils se sont définis avec des termes plutôt négatifs, péjoratifs. Donc voilà, on essaye de travailler un peu mieux la consigne, et c'est pour eux souvent compliqué de se voir de manière positive. Donc c'est important qu'ils puissent y réfléchir, l'écrire, parce qu'on utilise le revime hein, dans cette séance-là, qu'ils puissent l'écrire, et puis voilà, quand ça va moins bien, pouvoir relire s'y référer, oui. Tout à fait. C'est possible, alors il y a un petit clin d'œil à ma directrice qui n'est pas là, elle a bien utilisé ce terme en disant que se rétablir, c'est possible. Oui, c'est évidemment que c'est possible, mais j'aime bien cette affirmation. D'abord parce qu'elle ne prête pas à confusion, elle est simple, et au moins on ne cherche pas à trop se poser de questions. C'est possible, encore faut-il être capable d'identifier des objectifs. Autant encore faut-il être capable d'identifier des objectifs. Donc c'est le but de cette séance-là, être capable
d'identifier des objectifs qui soient atteignables, qui soient évaluables et qui soient réalistes pour qu'on puisse avancer. La sixième, c'est la connaissance de l'environnement professionnel. Donc c'est l'intervention là de Job Coach qui va donner un ensemble d'informations sur les possibilités pour travailler en milieu ordinaire et pas forcément en milieu protégé, pour soit faire des périodes de stage, soit aller jusqu'à trouver un emploi, etc. Donc elle connaît bien son affaire. Et puis, j'ai bientôt fini, on ne peut pas se rétablir. La question est même, pourquoi se rétablir? Si c'est pour se rétablir en étant conscient qu'on est malade, mais qu'on est un bon malade. On est un malade bien. Voilà, je suis un malade bien. J'ai un bon diabète, mais ça fait rien. J'ai un diabète, quoi. Ça va. Si je me fais pas plaisir, c'est-à-dire que si quand je vois une religieuse au chocolat, je pars en courant, alors que j'adore le chocolat, ou un éclair si vous voulez qu'on retire la partie religieuse, la dimension plaisir, il faut qu'elle y soit, quoi. Donc on fait intervenir un certain nombre de personnes, ça va varier probablement avec les personnes dont on dispose. L'idée, c'est que le culturel, le loisir, le sport, tout ce qui peut procurer du plaisir, on y a droit aussi, y compris avec notre propre pathologie, pardon. Et enfin, on y arrive quand même. Et maintenant, mon propre rétablissement, bah oui, à un moment donné, il faut quand même que les gens se recentrent sur eux-mêmes et avec tous les apports de contenu, comment je me projette dans l'avenir avec tout ça. Est-ce que j'ai identifié des personnes? Est-ce que j'ai un certain nombre de relais, de repères, d'envie, de désir, de motivation que je peux essayer de mobiliser pour avancer? Je vous ai passé la dernière, puisque de toute façon, c'est l'évaluation. Allez, cette fois-ci, c'est toi qui prends le relais. Donc les bénéfices, c'est pour les usagers, on a pu effectivement remarquer l'importance de la présence d'Eric sur le groupe. Rien que sa présence, ça montre que voilà, c'est possible. La richesse pour eux, c'est le partage des outils, des stratégies, des ressources, réseaux. Alors on n'est pas dans un cours magistral. Là, c'est quelque chose de plutôt horizontal et un partage d'informations. Les soignants aussi, on est aussi dans ce positionnement. Hein, c'est une posture qu'on avait adoptée depuis longtemps. Mais c'est important, effectivement, qu'ils puissent... Donc, on l'a dit déjà, donc ça permet de lutter contre l'autostigmatisation et la discrimination. Ça redonne de l'espoir, quel que soit le stade de la maladie. Hein, certains, on voit parfois, il y a des gens qui ont déjà des projets, donc il suffit d'un petit coup de pouce pour accéder à l'emploi. Puis d'autres, ça va être des objectifs beaucoup plus, on va dire, modestes. Aller au GEM, hein, quand on est complètement isolé, qu'on ne sort plus de chez soi, ça peut être déjà une démarche comme ça. Donc, quel que soit le stade de la maladie, il y a des choses qui peuvent être qu'on peut faire. Et donc, ça favorise le pouvoir d'agir. Ça facilite l'accès aux soins et l'observance du traitement aussi. Donc pour l'équipe, ça a été pendant des réunions et encore aujourd'hui des confrontations, mais bienveillantes, hein, parce qu'on a des points de vue, on a des références différentes. Ça permet de faire évoluer les représentations, alors déjà au sein de notre équipe, et on espère au-delà de notre équipe, en travaillant plus en partenariat avec, d'élargir. On l'a déjà dit, partage et échange sur les outils contribuant au rétablissement. Le changement de regard, c'est un petit peu la même chose. Ça améliore la connaissance mutuelle des deux secteurs engagés, parce que du coup, ça va au-delà aujourd'hui de collaboration en ETP, puisque là, déjà aujourd'hui, on est là. Demain, on va travailler ensemble sur autre chose encore. Donc les perspectives, ça serait de proposer ce module rétablissement de manière transversale dans tous les programmes d'éducation thérapeutique. On pensait aux troubles bipolaires notamment. Parfois, ça a été un petit peu compliqué parce que par rapport à l'identification, Eric ne souffre pas de la même pathologie que les patients qui participent à ce groupe d'ETP. Donc, même si c'est un modèle de rétablissement, le fait de ne pas avoir toujours les connaissances sur la psychopathologie, ça a pu être... voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une formation pour que Eric puisse comprendre un petit peu les différents types de symptômes. C'est aussi... En échange, une formation de l'équipe, alors l'équipe certainement élargie sur le rétablissement. L'idée d'intégrer la pérédance dans chaque module d'éducation thérapeutique et élargir les interventions à d'autres partenaires. Voilà.
Et on a terminé. Voilà. Merci beaucoup.